Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à la jeunesse ivoirienne, bonjour au président Koulibaly Gbagbo, bonjour au président professeur Mamadou Koulibaly, en tout cas bonjour à tous et à toutes. Sans oublier nos frères et sœurs de l'AES et leurs dirigeants respectifs que j'ai nommés Aboudraman Tiani, Assimi Goïta et le capitaine Ibrahima Traoré. Que Dieu vous bénisse respectivement, vos familles politiques et biologiques. Ce matin, je dis bien ce matin, je vais m'adresser pour une énième fois au procureur de la République, Brahma Kone Oumar. Cher procureur, je me demande, je me pose la question, est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que, à la place de ton cœur de chair, est-ce que c'est un cœur de pierre qui est là-bas? Parce que ce que tu fais là, on n'a jamais vu ça dans le monde. Au nom de quoi? Au nom de qui tu emprisonnes des Ivoiriens, des jeunes? Moi je pense que quand on veut donner une correction à des gens qui ont désobéi, je pense que c'est 3 mois comme ça pour moi, pour une simple marche. Une marche qui n'est même pas armée, qui n'est même pas une insurrection. Tu attrapes des Ivoiriens, femmes, jeunes, vieux, vieilles, et tu mets en prison, sans jugement, sans fondement. Et jusqu'aujourd'hui, ces personnes sont là-bas. Sans oublier nos hommes politiques, les hommes politiques de ton propre pays, tu les attrapes, tu les mets en prison. Parce qu'ils vous font peur. Sans jugement, ils sont encore là-bas. Également, pour nos frères et sœurs qui étaient dans l'armée, qui ont fait leur devoir régalien de sauvegarder l'intégrité territoriale, qui ont servi le drapeau pendant une campagne électorale. Après les élections, s'il y a eu des problèmes, ok, il n'y a pas de souci, ils sont en prison. Mais jusque là, non seulement ils sont en prison, ils n'ont pas de visite, ils ne reçoivent pas de visite de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs parents, de leurs amis. Ça c'est un. Et de deux, vous refusez qu'on les traite quand ils sont malades, qu'on les soigne, jusqu'à ce qu'ils meurent. D'autres même sont restés là-bas en prison. Leur famille, toute leur famille est décimée derrière elles, derrière eux. Je prends un exemple. Le commandant qui prend quelque chose là, donc je pense que c'est la garde républicaine. C'est un monsieur qui sort de la prison, il n'a plus toute sa famille. Sa femme est décédée, ses enfants sont décédés, il sort, sa maison est vide. Il n'est pas dédommagé non plus, il n'est pas réintégré non plus dans l'armée. Mais c'est dû à quoi tout ça là? Parce que Ouattara Draman vous a donné ordre de tuer toutes ces personnes là. Mais je pense bien que ces militaires là, si c'était Draman qui était au pouvoir en son temps, mais je pense qu'ils allaient faire la même chose. C'est des militaires, ils ont défendu l'intégrité de leur pays, c'est normal. Mais s'il y a eu palabre dans la famille et qu'il y a un problème, je crois bien que ça suffit largement pour la correction qu'ils ont eue. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'ont même pas d'assistance. Même pas d'assistance. Leurs familles sont mortes derrière elles. D'autres aujourd'hui, là, les foyers sont divisés. Et vous continuez, vous, de mettre les gens en prison. Vous mettez seulement en prison. Vous mettez seulement en prison. Sans fondement, sans cause. Parce que simplement, des gens ont marché. Parce que simplement, des gens ont revendiqué. Parce que simplement, les gens supportent Gbagbo. Parce que simplement, c'est les militants du PPAC. Mais c'est quel est le problème au juste? Ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu penses à demain? Je dis, je répète, on a déjà tout entendu. Les Ivoiriens sont xénophobes. Les Ivoiriens sont racistes. Les Ivoiriens sont tribalistes. Les Ivoiriens sont ceci. Les Ivoiriens sont cela. Ils sont partout. Ils n'aiment pas les étrangers. On a tout entendu, hein. On a tout entendu. Mais le président qui va venir, c'est pourquoi je demande pardon à Dieu de nous donner un président qui a un cœur noir. Quand tu parles mal de la Côte d'Ivoire, tu le trouves sur ton chemin. Quand tu parles mal d'un Ivoirien, tu le trouves sur ton chemin. En tout cas, sincèrement, parce que vous allez, parce que quand je te regarde, Abraham Kone, tu n'as pas de cœur, tu es méchant. Tu es méchant. Ce que tu fais là, on ne fait pas ça à son semblable. Mais tu oublies que demain, ça peut t'arriver. Parce que demain, quand la situation va changer là, je vous jure, ce qui va venir, c'est le pire. On parle pour l'instant, vous êtes au pouvoir, vous avez le pouvoir. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes que vous envoyez aller faire tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, elles vont se retourner contre vous demain parce que ces mêmes personnes-là, elles seront utilisées. Des combats des gens, des militaires, des corps habillés. Ce n'est pas pour dire ces deux pays qui étaient en guerre. C'est au sein de la même famille, il y a eu une rébellion. Mais je crois que si Ouattara est au pouvoir maintenant, mais ça suffit, libérez-les. Mais vous ne les libérez pas. Ils sont écoupés en prison. Ils sont malades, vous refusez qu'on les soigne. Ils sont malades, vous refusez que les gens aillent les assister. Pourquoi? Leurs familles ne vont pas leur rendre visite.
Pourquoi vous faites ça? Vous les avez mis en prison, on est d'accord. Mais ils n'ont pas droit à l'assistance aussi. Leurs avocats, ils n'ont pas d'avocat. Mais pourquoi vous faites ça? Monsieur Brahma, je dis, je ne sais pas. Mais je sais pas, mais je suis à main contre vous. Vous attrapez tout le monde parce qu'on parle le nom de Gbagbo. Gbagbo, c'est votre ennemi. Gbagbo, vous avez quelque chose. Gbagbo était dans le pays là, mais vous êtes dans le pays là. Gbagbo était dans le pays là, mais Alassane était dans le pays là. Aujourd'hui, quand je m'assois, je réfléchis, je dis Gbagbo, peut-être que Gbagbo, sincèrement, je ne sais pas. Hein. C'est ce que je me dis. Je me dis que Gbagbo doit être en train de regretter. Parce que si vous avez traité de la même manière dont vous le traitez aujourd'hui là, vous traitez les Ivoiriens aujourd'hui comme ça là. Si Gbagbo vous avez traité comme ça, aujourd'hui là, on serait tous contents. Ça prouve à suffisance que si Gbagbo vous avez traité comme tel, aujourd'hui on serait tous contents, on serait tous à l'aise. La Côte d'Ivoire allait vivre en paix. Mais on ne pensait pas que vous êtes aussi sadique jusqu'à ce point là. Vous étiez assoiffé du pouvoir, vous êtes venu au pouvoir, vous, les gens détournent l'argent, vous fourrez l'argent, vous faites tout, n'importe quoi. Mais les vrais criminels sont là. Les gens qui ont coupé tendons des gens, les gens qui ont égorgé des gens, ils sont les font des vidéos pour raconter leur prouesse, pour dire ce qu'ils ont fait. Et vous là, vous les regardez, mais vous les laissez, vous partez prendre les innocents pour les mettre en prison. Mais quand on marche, on a marché pour une cause. Et que vous avez attrapé. Normalement, 3 mois ça suffit. C'est une correction que vous les donnez. Mais toi-même tu les condamnes 10 ans, 15 ans, 20 ans, 10. Mais est-ce que tu as pensé à toi? Tu as pensé à tes enfants demain? Monsieur le procureur, est-ce que vous pensez à vos familles demain? Quand on est en train de parler là, nous on parle parce que ça fait mal, on parle parce que c'est une manière de vous prévenir. Monsieur le procureur, il faut avoir un cœur à la place, il faut avoir un cœur de chien à la place d'un cœur de pierre. Ce que vous êtes en train de faire là, RDS, ce que vous êtes en train de faire là, non, le réveil de la médaille, ça sera terrible. Le réveil de la médaille sera très terrible. Franchement, pour simple opinion, vous mettez des gens en prison. Vous venez à la télévision, non, la démocratie. Qu'est-ce que vous appelez la démocratie? Qu'est-ce que vous appelez le vivre ensemble? Aujourd'hui, tu nous as démontré que tu n'es pas là pour les Ivoiriens. Tu es là pour... vous voulez éradiquer même les Ivoiriens, même sur leur propre sol. C'est ça. Tu nous as montré que tu n'es pas Ivoirien. Moi, sincèrement, je ne suis pas content parce qu'un Ivoirien ne peut pas se comporter comme tu le fais là. Un Ivoirien ne peut pas se comporter comme tu le fais là. Des gens sont en prison. Ils n'ont pas... Ils sortent de la prison, ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de vie. Ah! Kone Brahma, Ouma, il faut arrêter ça. Libérer les enfants là, libérer les prisonniers là, libérez-les. C'est des êtres humains comme vous. Vous dormez auprès de vos femmes, vous dormez auprès de vos copines, vous donnez de l'argent. Ça dit que si on comprend bien là, ça dit que vous étiez d'après vous, votre opposition là, vous guettez la place de la présidence, le pouvoir, rien que pour venir vous enrichir. Tu es là, c'est toi un procureur de la République, tu es là, les Libanais se lèvent et puis mettent des Ivoiriens en prison simplement parce qu'ils disent que les Ivoiriens sont trop sur le sol. Et ils disent que les Ivoiriens ne vont pas les remplacer, les Libanais ne peuvent pas les remplacer. Ils disent que les Libanais sont trop sur le sol, que les Libanais ne peuvent pas les remplacer. Pour ça, tu mets les gens en prison, tu condamnes les gens 10 ans. Mais est-ce que tu as pensé à tes enfants? Toujours je le dis dans mes vidéos, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous retomber dessus. Quel que soit le temps là c'est le nom de Dieu, franchement. Parce que ce qu'on fait là, on n'a jamais vu ça dans le pays. Un ministre se lève là-bas, il te dit non, vraiment, tu attrapes, tu mets en prison. Et tu ne lis même pas les tests, tu ne lis même pas ce que dit la loi. Ça dit que toi tu inventes des tests, tu viens t'asseoir là, parce que tu es le procureur de la République, tu dis là, il n'y a personne pour te contredire. Mais tu penses que tes camarades procureurs, ils sont contents de toi? Parce que vous êtes en train de mettre la corporation juridique en jeu. Mais ça là, c'est aujourd'hui sous la présidence du Dramane Ouattara qu'on sait qu'il y a procureur RHDP, il y a juge RHDP, il y a avocat RHDP, il y a militaire RHDP, il y a fonctionnaire RHDP. C'est malheureux. C'est diabolique. Vous êtes venus pour diviser les Ivoiriens. Mais ça, je vous le dis, je vous le jure, monsieur Brahma. Ah, seul Dieu sait ce qui va se passer. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Non, je pense pas. Je pense pas que ça va calmer l'Ivoirien. Quand ça va se lever, coûte que coûte, Tchoko la Djaka, un jour ça aura une fin. Fais-moi confiance. Un jour, ça aura une fin. Parce que ce que vous faites là, c'est tout, sauf la politique. C'est tout, sauf vivre ensemble. Ce n'est pas de cette façon qu'on dirige un pays. Vous avez semé le chaos total. Aujourd'hui, à cause de la peur, vous mettez seulement les gens en prison. Vous mettez seulement les gens en prison. Mais vous êtes en train de mettre en prison. Un jour, ça va prendre fin. Mais un jour, vous allez partir à la place de ces personnes-là. C'est pas possible.
Tu as des cas procureurs, depuis on te donne des idées, on te parle, tu n'entends pas. Quand nous on parle là, c'est pour te donner des idées, pour que tu puisses rectifier certaines choses des autres. Que Dieu vous donne la force de continuer cette mascarade machiavélique là. Vraiment que Dieu vous donne de la force. Et comme ça, bon, que Dieu exauce vos prières. Bande de sorciers. Alors, chers Ivoiriens, particulièrement chers soldats ivoiriens, hommes des rangs, jusqu'aux généraux, jusqu'aux hauts gradés dans notre armée, toutes tendances confondues, je m'adresse à vous tous ce matin. Vous êtes des intellectuels. Plus ou moins, vous avez mérité, pour certains, les grades que vous portez sur vos épaules. Pour d'autres, par complaisance, affinité. Oui, je le dis comme ça, parce que il y a des gens parmi vous qui ne méritent pas ces grades qu'ils ont sur leurs épaules, qui ne méritent même pas de porter le drapeau ivoirien, l'emblème, qui est affiché sur leurs épaules, sur leur poitrine. Ils ne méritent pas ça. Mais quand même, je m'adresse à vous tous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Pendant que les autres sont en train de se défaire, je ne sais pas comment je peux appeler ça, des coups montés ça et là de la France, sont en train de subir. Hein? Pendant que ils sont en train de subir parce que ils ne veulent plus de la relation France-Afrique. Et c'est en ce moment-là, vous, en tant que soldats, en tant que défenseurs de notre territoire, de notre pays, défenseurs des droits des Ivoiriens, des citoyens que nous sommes, vous restez là comme des carpes, vous êtes muets comme des carpes. Mais je ne comprends pas quelque chose. Là où vous êtes arrivé, là, vous avez peur de quoi? Pour mettre de l'ordre dans le pays. Pour mettre de l'ordre dans notre pays. Vous ne voyez pas que nous devenons la risée du monde entier, la risée de toute l'Afrique de l'Ouest. Hein? Vous ne voyez pas ça? Comment vous pouvez rester là, être muets comme des carpes? En France, il n'y a pas de, dans la constitution, il n'y a pas de vice-présidence. Mais bon Dieu de bon sang, combien de temps que cela va durer et que la France continue toujours d'avoir la même mise sur notre pays, la Côte d'Ivoire? Combien de temps que cela va prendre? En France, il n'y a pas de vice-présidence. Mais pour barrer le chemin aux gens, aux hommes que eux ils ont élus à la tête de notre pays, eux ils ont nommé, ils ont mis à la tête de notre pays, pour barrer la route aux autres, ils font tout pour créer afin des vice-présidences. Pourquoi? Dans la constitution de la France que nous connaissons depuis très longtemps, nous connaissions, il est écrit dans la constitution française que quand le président est invalide et quand le poste est vacant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend les rênes, qui assure l'intérim à ce qu'ils organisent les élections. Et c'est ce que nous tous on connaît, et ce qu'ils ont mis dans la constitution de tout le monde. Mais chez eux là, quand le président n'est pas là, ce n'est pas le vice-président qui prend le pouvoir. C'est le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, pourquoi est-ce que chez nous, ils imposent ça en Afrique ici, et puis vous êtes là, des tarés que vous êtes, vous acceptez ça? Regardez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça en petit jeu. Mais malheureusement, ces voleurs, ces gens qui ont détourné le deniers public là, ces gens qui ont détourné des milliers et des milliards, malheureusement, ils ont encore des gens, des tarés, des idiots, des gens qui sont venus pour mourir comme ça, qui n'ont pas d'avenir, qui ne se soucient pas de leur vie. Ils ont encore des idiots qui arment. Ils leur donnent des armes pour être des milices. Eux tous sont des milices. Quand des camarades sa milice, si c'est pas Congo à sa milice, Kéné Brahima à sa milice, eux tous. Mais voici que eux-mêmes, ils ont envoyé à faire des vice-présidences là en Côte d'Ivoire, dans notre gouvernement. Ce qui veut dire que quand le président n'est plus là, ou bien quand le poste est vacant, quand le président est invalide et qu'il ne peut pas assumer ses responsabilités, ça veut dire que c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Mais hélas non, ils ont modifié encore pour que ça soit le vice-président. Et ils ont nommé un vice-président. Après avoir fini de nommer un vice-président, ils ont nommé encore un premier vice-président et un premier vice-ministre. Ça veut dire qu'une personne à la personne de Kéné Brahima, ça dit que c'est lui qui est apte à, puisque Ouattara a modifié, avec le docteur, avec notre professeur, notre très cher professeur, mauvais sorcier, qui est Ouaraga au bout, avec toutes les manigances, pour que Ouattara, lui, il a le privilège, il a le droit. S'il n'est pas là, c'est Kéné Brahima qui va le succéder. C'est comme ça qu'on nous a habitués. On est d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que maintenant que Ouattara il est invalide, ou bien Ouattara n'est plus là,
Maintenant, ce n'est plus Téné Brahima. C'est plutôt la France qui a des milliers de kilomètres qui va maintenant prendre le président de l'Assemblée nationale. À ce moment, si on reste dans cette logique, il n'a pas le droit. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas le droit. C'est automatiquement le vice-président Koné Miélé ou bien quoi là, Miélé Tiemoko, qui doit être le président directement pour assumer l'intérim, pour qu'il ait gagné les élections. Et non, la France ne veut pas de ça. La France, ça va prendre Hachi Patrick, qui est dans leur, qui est le pion en cachette. Il y a très longtemps de cela. C'est Patrick Hachi parce que eux le trouvent, il a un tempérament doux, il est c'est lui qui pourra, comment est-ce qu'on appelle là, il pourra assujettir encore avec l'appui de la même France, assujettir les Ivoiriens. Et vous êtes là, avec ce désordre-là, vous, ça ne vous dit rien. Peut-être que on vous donne des mallettes, des centaines de millions en cachette. Allez, pour vous, ça passe crème. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous, des hauts gradés, des gens qui ont dit que non, on est protégé par ces personnes-là. C'est encore vous qui nous exposez. Vous ne pouvez pas mettre de l'ordre. C'est pourquoi vous portez cette tenue-là. Quand il y a le désordre, c'est vous qui devez mettre le dôle. Ce n'est pas normal d'assister impuissamment à ce qui se passe. Tout c'est trop, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça. Ouattara n'est plus là. Mais Ouattara, selon ce qu'ils disent, selon ce qu'ils font, ça prouve que les cyberactivistes PPACI, comme vous le dites, que vous dites que nous sommes, c'est que ce qu'on dit c'est la vérité. Que Ouattara n'est plus de ce monde. Sinon, comment pouvoir choisir Patrick Hachi pour assumer l'intérim? Vous n'allez pas vous laisser berner. Je vous en prie, prenez vos responsabilités. IB a fait ça, il n'est pas mort. Assimi Goïta a fait ça, il n'est pas mort. Tiani a fait ça, il n'est pas mort. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris le destin de leur pays en main. Vous pouvez en faire autant. Vous avez peur de quoi? Toujours on va vous interpeller, mais vous faites que la Côte d'Ivoire devienne la richesse du monde. Arrêtez ça. Vous voyez ça en jeu, mais ça va vous emporter. Si vous vous taisez jusqu'à ce point-là, ça va vous emporter. Cette guerre qui est entre le RHDP là, il y a du feu dans la maison du RHDP. Il faut croire au moins que comme si ça va. Or, ça ne va pas en réalité, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et leur parole là, ça va nous éclabousser. Mettez fin à ça. Intervenez dès maintenant, prenez vos responsabilités. Mais la France va vous faire quoi? La France va faire quoi? La France est sur la moitié, elle a peur de perdre la Côte d'Ivoire. La France ne peut pas quitter, elle va venir s'ingérer dans les histoires de la Côte d'Ivoire militairement pour dire qu'ils vont tuer des gens. Mais la France a le droit, la France se dit qu'elle a le droit de choisir. Mais pourquoi est-ce que c'est la France qui doit choisir à notre place? Vous êtes dans l'armée, ça fait combien de temps? Vous avez les galons là, c'est pourquoi? Vous avez des millions et des millions, vous êtes tous des milliardaires. Et surtout vous les soldats des rangs là. Qui vous a dit qu'un sergent ou bien un caporal ne peut pas prendre la tête d'un pays? Ça peut se faire sans effusion de sang. Aider le peuple de Côte d'Ivoire. Les étrangers qui sont plein là. Ils attendent. Oh Seigneur Jésus. Le désordre. Parce que eux, c'est ce qui leur convient. Je vous demande pardon. Levez-vous. Levez-vous. Mettez fin à cette hémorragie là. Levez-vous. Il est grand temps que vous vous leviez. Notre pays appartient à nous. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. On ne peut pas continuer là jusqu'à aujourd'hui, dans le 21e siècle. Les choses sont en train de changer dans tout le monde entier. Nous, on ne peut pas rester là sous la tutelle de la France. Pourquoi? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne la sagesse. Illumine vos esprits. Oui, bonjour cher ami Jacques Roger, je salue tous les compatriotes qui sont connectés, je salue la Côte d'Ivoire qui nous écoute, et puis je souhaite en tout cas très belle résurrection du Christ pour tous les chrétiens du monde, pour tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, et je puis vous garantir qu'avec cette résurrection, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui va renaître pour être une Côte d'Ivoire beaucoup plus juste, beaucoup plus fondée sur les droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bougassako Gervais. Crise d'État, cacao, élection.
qui tient réellement, cher ami, le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est une question qu'il faut se poser. Hein. Je pense que pour certaines personnes, dire pourquoi vous posez cette question? Mais en réalité, oui, vu ce qui se passe. Alors qu'on voyait donc ce matin, bien ce soir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, pas donc de langue de bois, comme d'habitude d'ailleurs, pas donc de faux semblants, oui. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et parfois, c'est assez important pour réveiller nos compatriotes. La Côte d'Ivoire vend donc une image donc, de stabilité. Mais en réalité, le pays est sous tension. Un gouvernement qui ressemble à un partage donc, des postes. Une économie donc, du cacao qui vacille. Et des élections qui n'éprouvent plus personne, oui. Alors, la vraie question, et la seule qui vaille, oui, qui contrôle réellement ce pays aujourd'hui? Et est-ce que encore le peuple ou donc un système verrouillé, organisé et structuré? Et pour en parler, comme je le disais en début d'émission, un homme qui ne mâche pas ses mots, Docteur Boga Sako Gervais. Docteur, encore une fois, bonjour et bonne fête de Pâques, j'allais dire, Patino. Merci beaucoup, Jacques Roger. Merci. Et comme je l'ai dit tantôt, merci pour l'introduction hein, qui résume toute la situation. Bonne fête de Pâques à nous tous. Et puis, joyeux anniversaire au passage. Hein, parce que il faut que les Ivoiriens sachent quand même que c'est un grand retour hein, à travers cette émission d'aujourd'hui. Nous avons essayé de faire marcher dans les pas de ce en quoi nous croyons. Nous avons marché dans les pas du Christ pour nous les chrétiens. Pendant 40 jours, nous avons essayé de respecter un tant soit peu les prescriptions religieuses, mais surtout de faire une sorte d'introspection en nous-mêmes et puis regarder un peu notre propre personne, mais regarder également notre pays et puis dire, franchement, il y a de quoi se réveiller et je pense que cette résurrection-là va marquer un nouveau départ. Je suis là pour que nous puissions en parler, évidemment, sans faux fuyant. Et j'ai dit. Beaucoup, Dr. Boga. On commence d'abord par le gouvernement de Mambé. On parle donc du partage. Est-ce qu'on parle ici du partage du gâteau ou du contrôle? Alors, d'où la première question, docteur. Le pouvoir réel, plan, stratégie et succession. Donc, la première question que je vais poser donc, au docteur Boga Sako, quelle est de façon, avant de commencer l'émission, quelle est réellement la lecture que vous faites de la situation? C'est une question ouverte. Hein? Ça va nous permettre en même temps donc de situer le contexte de notre émission de façon générale. Après donc la formation du gouvernement donc de M. Ouattara. Voilà. Quelle est réellement, disons, l'impression ou bien où va la Côte d'Ivoire? Où se situe la Côte d'Ivoire, Dr. Boga Sako? Alors, merci pour la question globale. Et la réponse, elle est toute simple. C'est que le 4e mandat, il a du mal à s'imposer. D'ailleurs, même pour l'obtenir, il a fallu cracher sur le droit, cracher sur les libertés, marcher sur les Ivoiriens. Heureusement, nous avons été beaucoup plus prudents pour ce qui concerne les Ivoiriens qui refusent qu'on leur impose, qu'on marche sur le droit, qu'on marche sur leurs droits. Nous avons été prudents et donc le nombre de morts a été limité. Heureusement, la plupart des grands leaders, les résistants se retrouvent en prison. Ils se sont retrouvés en prison. Certains ont commencé à sortir, mais globalement. Donc, ce 4e mandat, c'est dans la douleur qu'on nous l'a imposé. Et donc, il s'agit maintenant de le consolider. Pour consolider le braquage électoral, il faut prendre des guerriers, des hommes, j'allais dire des fidèles parmi les fidèles, et les positionner là où il faut pour que ce pouvoir-là ne leur échappe pas. Or, qui plus fidèle que son propre frère ou son propre fils? Donc vous imaginez un peu ce qui se passe, c'est que, à la vérité, d'un état de droit, d'une démocratie, on est en train de basculer dans une monarchie où la dynastie Ouattara scelle les verrous pour que la Côte d'Ivoire ne leur échappe pas. En fait,
Oui. Dr. Boga, est-ce que c'est une équipe de compétences ou un casting politique pour ça? Ah non, non, la compétence n'a pas sa place ici. La compétence n'a pas de place. Vous êtes bien placé pour savoir que depuis que M. Ouattara a dit au pouvoir, la plupart des gens qui sont dans son gouvernement, ce sont ceux qui étaient dans la rébellion. C'est-à-dire que c'est la récompense des va-t-en-guerre, des fidèles parmi les fidèles, j'allais dire même des tueurs à visage découvert, on récompense. Donc il y a des gens qui sont indéboulonnables dans ce gouvernement, en tout cas autour de Ouattara. Donc il n'y a pas la place pour la compétence. Parce que s'il y avait la place pour la compétence, à la vérité, comme ça se fait dans tous les pays du monde, parfois on recrute des technocrates sur la base de leurs compétences. En Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas RHDP. Il y a des Ivoiriens même, des hauts cadres, qui ne font même pas la politique. Et donc ceux-là, on ne les nommera jamais. Et ils ne serviront jamais leur pays. Et pourtant, ils sont compétents parce qu'ils sont arrachés à l'international. Donc la compétence n'a pas sa place ici. Même si quelqu'un parmi eux, pour ne pas le nommer, disait que si Ouattara fait un 4e mandat, c'est à cause de l'incompétence des Ivoiriens. Incompétence parce que les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Les Ivoiriens ne sont pas tueurs. Les Ivoiriens sont incapables de prendre les armes contre eux-mêmes, contre leur patrie. Et donc c'est peut-être ce qu'ils appellent l'incompétence. Mais donc, la question fondamentale que vous avez posée, la réponse la plus claire à donner, c'est que les Ouattara verrouillent le pouvoir d'Abidjan pour ne pas que le pouvoir échappe aux Ouattara. Parce qu'ils savent comment ils l'ont acquis. Au prix du sang des Ivoiriens. Donc il ne faut pas qu'ils s'en aillent. Parce que les comptes à rendre seront énormes. Seront forts. Donc ils veulent tout faire pour s'accaparer du pouvoir. Voilà la seule réponse qui vaille. Et j'ai dit. Alors, au vu de ce qui est en train de se passer, Dr. Bogasako, est-ce qu'on peut dire que l'après-Ouattara a déjà commencé? Ou bien selon vous, c'est l'après-Ouattara, ça sera encore Ouattara? Ah non, oui, a déjà commencé, n'a pas commencé. Tout se dessine là. C'est-à-dire que on veut donner un peu de légitimité aux successeurs. Si tant est qu'il n'en a pas, on veut lui donner un peu de légitimité. Alors il va se faire élire à Abobo. Il va se faire élire à Abobo, il va arriver au Parlement. Et même au Parlement, les gens étaient carrément prêts à en faire le président de l'Assemblée nationale. N'eût été la vigilance et les critiques des Ivoiriens. Donc, comme ça n'a pas marché au Parlement, on le bascule à la primature. Mais il ne peut pas être Premier ministre. Ça va faire trop clash devant le peuple ébrié qui sont fiers aujourd'hui de voir leur fils Bégré Mambé être à la primature parce que n'oubliez pas que notre capitale économique, Abidjan, est basée carrément sur le village de Bidjan. Hein? Voilà. Donc, chers amis, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, simplement que on est en train d'armer, on est en train de verrouiller le pouvoir à travers un successeur qui est déjà dessiné. Je vous dis que souvent j'ai lu des écrits où les gens disent est-ce qu'il y aura un match entre Patrick Achi et tout. Même bon, Patrick Achi a déjà donné les couleurs lors du congrès. Quand il a dit que le Ouattara 2 était très populaire et tout, en la vérité, eux tous, au RADP, la seule personne qu'ils craignent, en dehors du président Ouattara, c'est le Ouattara 2. C'est la photocopie. Donc, aujourd'hui, Ouattara en profite pour donner les armes nécessaires, non seulement au niveau gouvernemental, il lui donne les verrous, mais surtout, il lui donne le levier de l'armée. Et je crois que le pays qui a le plus simplifié les bavardages, les débats, c'est le Cameroun. Avec le décret qui vient de sortir. Parce que finalement, ces deux pays-là se ressemblent avec l'extrême longévité des dirigeants au pouvoir. Encore que, comment dirais-je, le doyen du Cameroun, il n'a pas d'égal à la matière. Mais
il a coupé court à tout le débat, c'est-à-dire à tout le folklore, à tout l'habillage que M. Ouattara se donne de la peine à mettre en place en Côte d'Ivoire. Lui, il a coupé court, il prend un décret. Son fils, on crée le poste de vice-président qui n'existait pas au Cameroun au passage. Et on nomme le fils comme vice-président. Et le débat est clos. Avec les mêmes pouvoirs sur l'armée. C'est-à-dire qu'il a en même temps ministre délégué pour l'armée. Donc c'est le même schéma. Sauf que le Cameroun a été très grossier. Là où M. Ouattara essaie d'édulcorer. Mais tout ça, c'est blanc, bonnet blanc. Les Ivoiriens sont très intelligents. Est-ce que ce n'est pas pratiquement pour finir la même chose? Quand on va directement au décret numéro, je crois que c'est 2026-84, du 4 mars qui change pratiquement tout. Ce décret, Dr Boga, renforce donc le pouvoir de M. Télébrahima Ouattara, c'est clair, coordonne, si vous voulez, donc, une partie donc, du gouvernement. On parle donc de possibilité donc d'assurer l'intérim du Premier ministre, contrôle déjà établi sur la défense et les services stratégiques, Dr Bogasako. Oui, alors oui. Non, mais regardez, en temps normal, le Premier ministre, quelles que soient les attributions de tout ministre, le Premier ministre reste le patron. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est le chef du gouvernement. Donc, les ministères, là, quelles que soient les attributions puissantes qu'on peut donner à un ministre, tant qu'il est en dessous du Premier ministre, il est en dessous du Premier ministre. Je ne sais pas si tu comprends exactement ce que j'explique. Or, dans le cas d'espèce, on crée un poste de vice-premier ministre. C'est-à-dire, quelqu'un qui va venir concurrencer, quelqu'un qui va venir défier le Premier ministre. Et non seulement on crée ce poste-là, mais dans les attributions, on précise en même temps tout l'armada militaire dont il est le chef. Autrement dit, la seule chose qui a manqué, c'est de dire qu'il est le chef des armées. Puisque au regard, autant pour moi, hein, puisque au regard de la Constitution, il est le chef des armées reste encore le président de la République. C'est tout ce qui a manqué dans ce décret d'attribution qui a été pris le 4 mars. C'est un décret qui va faire date. Donc, en clair, on a deux premiers ministres dont l'un a les attributions les plus claires. Il a le contrôle de l'armée, il a le contrôle, il a un certain nombre de pouvoirs qui va finalement échapper à celui qui est censé être son patron. Vous voyez? Donc, quelque part, le déséquilibre est tout à fait clair. Et donc, la force est mise à la disposition de Ouattara II, qui, quelque part, est en train d'être dessiné comme le successeur. Quand j'ai fini de dire tout ça, mon cher Jacques Roger, dans tous les cas, c'est toi qui poses les questions, mais c'est la réaction des Ivoiriens par laquelle je chuterai tout à l'heure quand tu me donneras l'occasion. Pour conclure avec ça, est-ce que on n'est pas en train donc d'assister donc à une prise de pouvoir progressive sans passer par les urnes? Exactement, un peu comme ça. Je dis que cette fois-ci, on peut se permettre la comparaison des deux pays. Le parallélisme est tout à fait clair du côté du Cameroun. Parce que Paul Biya, pour ne pas le nommer, est plus que âgé, la 92aine là-bas et tout ça. Donc, à un moment donné, si la nomination de son fils passait, dans les quelques mois qui vont suivre, vous allez voir que il va rendre sa démission et le petit frère, le fils nommé, va prendre la relève. En Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même schéma que l'on veut dessiner, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité. Mais ça saute aux yeux. Vous voyez, vous vous rappelez qu'à l'époque, le premier ministre, le vice-président était élu en même temps que le président. C'était ce qui avait été établi dans la première constitution. Et puis ça a été changé et on dit que le président maintenant nomme son vice-président. D'ailleurs même l'actuel, on ne sait même pas sur quelle base juridique
il est toujours vice-président, puisque depuis que le 4e mandat est enclenché, il n'y a pas eu de nomination pour un nouveau vice-président. Donc, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de changement de régime, c'est la continuité. C'est pour cela que j'estime qu'avec les pleins pouvoirs qui viennent d'être donnés dans ce décret à Ouattara 2, vous allez voir que c'est sa place qu'on est en train de dessiner très clairement. Et c'est pour cela que, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, en tant que cadre, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que patriote, les messages que nous voyons, les messages que M. Ouattara nous envoie, doivent nous interpeller. On ne peut pas subir un dictateur pendant une vingtaine d'années, selon son schéma, selon ce qu'il est en train de dessiner, et puis venir subir encore son successeur désigné. Parce que, cher ami Jacques Roger, on n'aurait jamais fait ce débat-là si les élections étaient aussi transparentes et propres en Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais eu ce débat si les élections étaient objectivement organisées. Parce que pour nous, qu'il nomme son épouse, qu'il nomme sa maman, qu'il nomme son père, qu'il nomme son frère, qu'il nomme, on s'en fout. Tant que nous savons que l'élection est transparente et que chacun peut avoir ses chances d'accéder au pouvoir. On a vu ici avec les Kennedy aux États-Unis. La famille Kennedy est toute dans la politique. Ça ne dérange personne. Les Bush, on a vu un Bush père, un Bush fils devenir président. Ça n'émeut pas les Américains parce que les Américains ont confiance dans leur système électoral. En Côte d'Ivoire, si nous avions un système électoral garanti, fiable, on n'aurait même pas discuté des Ouattara 1, Ouattara 2. Parce que nous savons qui nous allons voter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que nous ne laisserons, non seulement ce 4e mandat-là, nous continuons de le combattre. Et nous savons que nous allons gagner ce combat. Nous allons avoir raison de ce 4e mandat qui n'ira jamais à son terme. Je vous parle avec la conviction. Et je vous ai dit, nous sommes revenus avec la résurrection. Nous sommes encore plus forts. Et nous allons nous opposer à ce 4e mandat jusqu'à notre dernier souffle. On va le faire avant que un certain Ouattara 2 ne rêve de venir à la tête de notre pays. Et je dis. Justement, docteur Bougassako, soyons clairs. On a parlé tout à l'heure donc de la succession de M. Ouattara. Est-ce que cette succession de M. Ouattara est-elle déjà verrouillée avant même que le peuple vote? Mais évidemment, c'est une façon de dire ce que je viens exactement d'expliquer. C'est-à-dire qu'il verrouille tout, et puis parce qu'il n'y a pas d'élection chez nous. Il n'y a jamais d'élection. Donc quand il le fait, il a déjà passé le flambeau. Il a voulu passer par l'Assemblée nationale, mais bon, il a vu que